Bienvenue dans cette nouvelle Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet complexe, mais essentiel, les troubles bipolaires. Oui, bonjour. On va s'appuyer sur le référentiel officiel de psychiatrie, celui de l'ECNI en France. C'est du solide. Exactement. L'objectif, c'est de décortiquer ce trouble, de comprendre ses différentes formes, ses conséquences, et comment la médecine l'aborde aujourd'hui. On y va. Allons oui, dépasser les idées reçues, c'est important. Comprendre la réalité clinique, Alors, pour commencer simple, le trouble bipolaire, qu'est-ce que c'est, au juste? c'est une maladie psychiatrique, chronique. Elle se caractérise par des variations pathologiques de l'humeur et aussi de l'énergie, de l'activité. Des variations, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on oscille entre des phases hautes, d'augmentation, la manie ou l'hypomanie, et des phases basses, de dépression. Et souvent, d'autres troubles s'ajoutent. Comme quoi, par exemple? De l'anxiété, des addictions, parfois même des soucis cardiovasculaires. C'est multifactoriel. Il y a une part génétique et une part liée à l'environnement. D'accord. Et est-ce que ça touche beaucoup de monde? L'impact, il est important. Ah oui, on estime entre 1 et 4% de la population pour les formes, disons, typiques. Et l'impact, il est lourd, oui. Lourd, comment? C'est une des causes majeures de suicide, juste après l'anorexie mentale. Et un chiffre qui marque, issu des sources, quelqu'un diagnostiqué vers 25 ans perd en moyenne 9 ans d'espérance de vie. 9 ans, c'est énorme. Oui, et 14 ans d'activité professionnelle. L'OMS le classe d'ailleurs parmi les 10 maladies les plus invalidantes et coûteuses au niveau mondial. Ces chiffres sur l'espérance de vie, l'activité, c'est vraiment saisissant, ça montre bien un jeu. Bon, parlons de ces fameuses phases. La manie, ça se présente comment? Alors l'épisode maniaque, c'est une augmentation très nette de l'humeur et de l'énergie. Ça dure au moins une semaine. Faut imaginer une sorte d'accélération générale. Une accélération, oui. Oui, l'humeur est exaltée ou parfois très irritable. Les pensées vont très vite, on parle de fuite des idées, la personne passe du coq à l'âne. Il y a une agitation physique, Et le sommeil? très réduit, voire quasi absent, mais sans sensation de fatigue. Et souvent une estime de soi qui gonfle, parfois jusqu'à des idées de grandeur, mégalomanes, et puis les conduites à risque. C'est-à-dire? Achats impulsifs et excessifs, des comportements sexuels dangereux. C'est vraiment une urgence médicale. Ça nécessite souvent une hospitalisation. Carrément une urgence. D'accord. Et l'hypomanie, alors? C'est juste un peu moins fort. C'est ça. Les symptômes sont les mêmes, mais moins intenses. Ça dure au moins 4 jours. La différence clé, c'est que ça n'entraîne pas une altération majeure du fonctionnement. Pas d'hospitalisation forcée, pas de symptômes psychotiques. L'entourage le remarque quand même. Oui, souvent l'entourage voit bien que la personne est différente, plus énergique, plus rapide, mais ça n'a pas la sévérité de la manie. Compris. Donc, après ces phases hautes, il y a l'autre versant. La dépression. En quoi elle est spécifique dans le trouble bipolaire? Comment on la distingue d'une dépression classique? Alors, là, c'est une vraie difficulté diagnostique. Parce que les symptômes en soi sont les mêmes. La tristesse, la perte d'intérêt, la fatigue, les troubles du sommeil, de l'appétit, la dévalorisation, les idées noires. Alors comment on s'oriente? Certains indices peuvent alerter. Par exemple, un tout premier épisode dépressif qui arrive très jeune, avant 25 ans, ou un début très brutal, ou si la personne a déjà fait plein d'épisodes dépressifs. D'autres signes? Oui, des antécédents familiaux de troubles bipolaires, évidemment, et aussi une mauvaise réponse aux antidépresseurs classiques. Parfois, ils ne fonctionnent pas, ou pire. Pire? Ils peuvent déclencher un épisode maniaque ou hypomaniaque. C'est ce qu'on appelle un virage maniaque. Ça, c'est un signe fort. D'accord. Donc le diagnostic, il se base sur quoi exactement? Sur ces épisodes? Exactement. Il repose sur l'identification de ces épisodes maniaques, hypomaniaques, dépressifs, selon des critères très précis. Durée, nombre de symptômes. Le manuel de référence, c'est le DSM-5. Et il faut vérifier autre chose. Ah oui, absolument. Il faut écarter d'autres causes possibles. La prise de substances, certaines maladies neurologiques, endocriniennes, même des médicaments. D'où l'importance d'un bilan complet, clinique, sanguin, urinaire, parfois une imagerie cérébrale. Et j'ai entendu parler de différents types de troubles bipolaires. C'est juste. Il y a principalement le type 1 et le type 2. Le type 1, c'est quand il y a eu au moins un épisode de manie franche. D'accord. Le type 2, c'est une alternance d'épisodes hypomaniaques et d'épisodes dépressifs majeurs, mais jamais d'épisodes de manie complète. La grande différence, c'est vraiment l'intensité de la phase haute. Et on peut affiner encore. Oui, on peut spécifier certaines caractéristiques. Par exemple, la présence de symptômes psychotiques pendant les épisodes, ou des caractéristiques mixtes. Mixte?
C'est-à-dire? C'est un mélange de symptômes maniaques et dépressifs en même temps. C'est un état très instable et à très haut risque suicidaire. On peut aussi avoir des caractéristiques anxieuses, saisonnières, les épisodes reviennent à la même période de l'année, ou des cycles rapides. Cycle rapide? Ça veut dire au moins 4 épisodes maniaques, hypomaniaques ou dépressifs en une seule année. C'est un facteur de moins bon pronostic, ça complique la prise en charge. Justement, la prise en charge, comment on gère une maladie aussi fluctuante et chronique? C'est une prise en charge au long cours et sur plusieurs axes. L'hospitalisation, on l'a dit, est souvent nécessaire en phase aiguë, surtout s'il y a un risque pour la personne ou son entourage. Et ensuite, le traitement de fond. Le cœur du traitement pharmacologique, ce sont les thymorégulateurs, les stabilisateurs de l'humeur. Le lithium est la référence historique, mais il y en a d'autres comme le valproate, la lamotrigine. Leur but est double, traiter l'épisode en cours et surtout prévenir les rechutes. D'autres médicaments peuvent être utilisés? Oui, des antipsychotiques peuvent être nécessaires surtout en phase maniaque. Et les antidépresseurs, On les utilise pour la phase dépressive, mais... mais avec beaucoup de prudence et toujours en association avec un thymorégulateur, justement pour éviter de provoquer un virage maniaque. D'accord. Donc, les médicaments sont centraux, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Ah non, loin de là. C'est essentiel, mais insuffisant seul. La psychothérapie joue un rôle majeur. Les thérapies cognitivo-comportementales, les TCC par exemple, aident à gérer les pensées, les émotions, les comportements. Les thérapies interpersonnelles aussi. Et d'autres approches? L'électroconvulsivothérapie, l'ECT ou sismothérapie restent une option très efficace dans les cas sévères résistants aux médicaments. Et puis, il y a tout ce qui est psychoéducation. Psychoéducation. C'est fondamental. Aider la personne, mais aussi ses proches, à comprendre la maladie, à quoi servent les traitements, comment reconnaître les premiers signes d'une rechute, apprendre à maintenir une bonne hygiène de vie, des horaires réguliers, c'est crucial. Et pour les difficultés cognitives dont on entend parfois parler? Oui, parfois, il y a des troubles de l'attention, de la mémoire. Là, la remédiation cognitive peut aider. Et la réadaptation psychosociale aussi, pour retrouver un fonctionnement satisfaisant au quotidien. En résumé, si on devait retenir l'essentiel, c'est une maladie chronique, sérieuse, avec un impact potentiellement très lourd. Mais des solutions existent. Et la première étape, c'est un diagnostic précis, bien identifier le type, les spécificités. C'est tout à fait ça. La prise en charge est un parcours souvent long qui doit combiner le traitement médicamenteux sur le long terme, un accompagnement psychologique adapté et beaucoup d'apprentissage sur la maladie pour le patient et son entourage. L'objectif, c'est la rémission, à la fois des symptômes et du fonctionnement global. Et la reconnaissance précoce, l'adhésion au traitement sont clés pour y parvenir. Absolument déterminant. Cette plongée nous montre bien la complexité médicale du trouble bipolaire. Mais ça soulève aussi une question plus large peut-être, une réflexion à emporter. Comment nous, collectivement, dans notre environnement social, professionnel, pouvons-nous mieux comprendre, intégrer et soutenir les personnes dont le parcours est marqué par ces fluctuations, souvent invisibles pour les autres? C'est une réflexion essentielle en effet. Merci d'avoir abordé ce sujet important.